Le Louvre, monument culturel français qui abrite 9000 ans d'histoire. Aujourd'hui, le plus grand musée du monde tourne la page avec un nouveau directeur. Sa mission, préserver l'avenir du Louvre après le vol des joyaux de la couronne. Il n'y a aucun barreau, toutes les fenêtres sont accessibles. Pour moi, c'est de l'inconscience. Failles de sécurité, fraude, inondations, surfréquentation, le défi est de taille. Il y a une vraie fracture entre les personnels et sa direction qui reste à fonctionner en vase clos. Un personnel en colère qui multiplie les grèves, touchant des milliers de visiteurs. On est venu de New York et on est là pour la journée. Mais on ne peut même pas rentrer. Comment satisfaire 9 millions de touristes chaque année, apaiser les tensions sociales et protéger les trésors du Louvre? Nous sommes sur le fameux balcon où les malfaiteurs sont passés. Ils avaient garé leur camion ici. Ils ont mis des barreaux sur cette seule fenêtre. Partout ailleurs, c'est un gruyère, quoi. Toutes les fenêtres sont accessibles. Et pour moi, c'est de l'inconscience. 5 mois après le cambriolage, cet expert en sécurité s'exaspère. Il a un CV bien particulier. Je m'appelle David Desclos, je suis un ancien bandit. J'ai fait 10 ans de prison dans ma vie. J'étais spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Ce voleur repenti connaît bien les lieux. En 2020, il est invité pour réaliser un podcast, quelque peu prémonitoire. Vous écoutez Les Enquêtes du Louvre, le podcast qui mêle art et crime au cœur du plus célèbre musée du monde. Le jour de l'enregistrement, David Desclos se prend en selfie et filme la galerie d'Apollon. Si on m'avait dit que je viendrais faire une émission ici au Louvre, franchement... Dans cette même pièce, il y a plus de 2 siècles, avait déjà été volé l'un des plus gros diamants du monde. Le Régent. Ça devait être des bandits chevronnés. David Desclos, ex-cambrioleur. À ce moment-là, il est étonné de voir les vrais bijoux de la couronne et non des répliques exposées devant des fenêtres peu protégées. Il dit avoir mis en garde le personnel du Louvre. J'ai dit exactement ce qui s'est passé 5 ans après. Mais mot pour mot, je leur ai vraiment dit. Et ils m'ont dit, on m'a répété, « Ah oui, mais M. Desclos, on n'est pas dans un film, il faudrait avoir du culot. » Le culot, ils l'ont eu, ils l'ont fait. Le 19 octobre dernier, l'impensable se produit. Des braqueurs pénètrent par une fenêtre, sous le nez des agents de sécurité et des touristes. Ils brisent des vitres, s'emparent des bijoux. En 3 minutes 52, ils disparaissent, avec un butin estimé à 88 millions d'euros. Christian Galani et Gary Guillot sont agents au Louvre depuis une vingtaine d'années. Tous deux dénoncent un manque de rigueur au plus haut niveau. On a 2 régions, la région Sully, qui n'est pas suffisamment protégée en matière de vidéoprotection, à hauteur de 60% des salles. Donc c'est un chiffre quand même qui peut nous alerter. Et dans la région Richelieu, à hauteur de 75%. Donc vous voyez qu'il est quand même temps de changer de braquet. La direction du Louvre a refusé nos demandes d'interview. 3 jours après le vol, Laurence Descartes, présidente au moment des faits, est auditionnée au Sénat. Le système de sécurité tel qu'il est en place aujourd'hui dans la galerie d'Apollon a parfaitement fonctionné. Ce qui se pose, c'est la question de l'adaptation de ce système de sécurité à un nouveau type d'attaque, à de nouveaux modes opératoires qui n'avaient pas été envisagés. Elle promet d'installer une centaine de caméras de surveillance supplémentaires et un poste de police sur place. Mais pour David Desclos, cela n'est pas suffisant. Lui qui a par le passé braqué une trentaine de banques et de bijouteries, repère d'autres points faibles au Louvre. Rentrer par la toiture du Louvre, c'est un jeu d'enfant. C'est les chats de gouttière, les escaladeurs de toit de Paris. Mais moi, je connais des équipes, c'est des cambrioleurs, carrément. C'est des gens qui sont inattrapables. Pour sécuriser le Louvre, Nous avons montré son expertise à un policier. Même les policiers Ou alors, il faudrait des policiers entraînés comme eux qui courent, qui sécurisent tous les toits du Louvre. Mais c'est impossible.
Alors effectivement, il a tout à fait raison. Ce sont des véritables commandos qui ont la capacité à se déployer massivement. Donc pour cela, il y a certaines sociétés, certains sites sensibles qui vont jusqu'à mettre des barbelés autour de ces toits. Mais voilà, vous savez, le musée du Louvre est lui-même classé. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Monument historique par excellence, le Louvre est une ville à lui tout seul. 20 km de parcours, 400 pièces, plus de 600 000 œuvres conservées. Autant de risques à éviter, mais tout autant de merveilles à découvrir pour les touristes du monde entier. Sans autorisation de tournage, nous filmons en caméra discrète. Oh my gosh. Sandra Castaneda vient tout droit de San Francisco avec 22 membres de sa famille. Un voyage inoubliable à Paris. C'est un peu surréaliste. Ce sont des choses que j'ai apprises à l'école. Donc être ici, c'est un peu comme si je touchais l'histoire du doigt. C'était tout en haut de ma liste. On a fait 11 heures de vol depuis la Californie. C'est génial d'être ici en famille. Au programme, la Joconde, toujours aussi populaire. Les appartements de Napoléon III, mais aussi le lieu du cambriolage, la galerie d'Apollon, fermée pour l'enquête. On voulait voir où et comment ça s'était passé. On pensait que ça allait être ouvert pour découvrir tout ça. J'aurais vraiment voulu voir ça. Ce jour-là, plusieurs autres salles sont inaccessibles au public pour cause de travaux. Depuis une quinzaine d'années, le Louvre a connu des inondations à répétition, des poutres fragiles, mais pas que. Cet historien de l'art a obtenu des documents internes révélant de graves problèmes structurels. Alors ces photos viennent d'un document qui a été présenté au syndicat du Louvre le 15 janvier. Alors on voit ici l'état de corrosion des canalisations au Louvre, et c'est quand même assez frappant. Vous avez également les chauffages individuels dans les bureaux du Louvre. Ce type de chauffage est dangereux. Il y aurait eu, mais c'est deux sources qui me l'ont dit, un début d'incendie dans un local syndical. Depuis des années, on alerte sur l'obsolescence du bâtiment, sur l'obsolescence de tous les circuits techniques. On a beaucoup parlé de la sûreté ces derniers temps, du haut vol, mais la grosse problématique n'est pas qu'à la sûreté, loin de là. On a des collègues qui, au quotidien, nous disent qu'il y a des canalisations qui rompent, avec parfois même des projections d'excréments sur certains de nos collègues. On est là, on est là. Face à de telles conditions de travail, plusieurs syndicats multiplient les grèves depuis fin décembre. C'est l'un des plus grands conflits sociaux de l'histoire du musée. Bilan, plus de 2 millions d'euros de recettes perdues et des milliers de touristes mécontents. J'ai demandé à la fille là-bas et elle m'a dit c'est fermé, c'est fermé. On est venu de New York et on est là pour la journée. Je suis dégoûtée. Ils auraient dû nous prévenir plus tôt pour qu'on puisse s'organiser. Malaise social, vétusté, insécurité. Après cette série noire, difficile de garder le sourire. Pourtant, l'année dernière, Emmanuel Macron lançait un projet de rénovation à plus d'1 milliard d'euros. C'est un Louvre repensé, restauré, agrandi, qui devient pleinement épicentre de l'histoire de l'art pour notre pays et au-delà. L'aile est du musée devrait être réaménagée. Nouvelle entrée côté colonnade, nouvelle salle dédiée entièrement à la Joconde. Mais cet agrandissement aussi est controversé. Créer des salles en souterrain alors qu'on sait qu'on est près de la Seine et que tout cela est inondable, ça n'est pas très malin. Deuxième chose, parce que ça va faire des travaux énormes sur le Louvre qui risquent en plus d'abîmer la colonnade. La colonnade, c'est quand même un des endroits les plus beaux de Paris et il faut absolument le mettre en valeur et ne pas l'abîmer. Et troisièmement, parce que c'est beaucoup trop cher et qu'on n'a pas l'argent pour cela. D'autant que les caisses du Louvre ont été siphonnées de 10 millions d'euros avec une fraude massive. Des tickets d'entrée utilisés plusieurs fois par des personnes différentes pendant 10 ans. Selon la police, cette arnaque aurait pu être évitée.
Il semblerait que la direction du Louvre avait plutôt orienté sur faire venir du monde et des mécènes, plus que d'avoir un système de sécurité. On voit bien, il pourrait y avoir une billetterie numérique avec, pourquoi pas, une reconnaissance faciale. Ça se fait, hein. Vous avez le parc en France Disney qui met ce type de billetterie. Pas de billets high-tech, mais des prix d'entrée qui flambent pour les visiteurs non européens, comme Sandra et sa famille californienne. Ça aurait été mieux de payer 22 € par personne au lieu de 33. Surtout qu'on est 22. Ça fait beaucoup. Cette mesure devrait rapporter au Louvre 20 millions d'euros supplémentaires par an. De l'argent nécessaire pour améliorer notamment l'accueil des visiteurs. What's over here? Maybe this way? What way? Oh, this way? Okay, we're going back, guys. I'm lost. Pas facile de se repérer dans 70 000 mètres carrés d'espace muséographique. Il faut monter plein d'escaliers et il n'y a pas beaucoup d'endroits pour garer les poussettes. Ils nous font prendre les escaliers partout et quand il y a un ascenseur, il y a une énorme queue. C'est super compliqué de s'orienter ici. Et ce n'est pas tout. On a eu du mal à trouver les toilettes. Et il n'y a pas de table à langer pour le bébé. On a un enfant de 2 ans qui a besoin d'être changé assez souvent, donc c'est vraiment gênant. Des touristes toujours plus exigeants, toujours plus nombreux, qu'il faut satisfaire à tout prix. Les travaux sont censés durer minimum 5 ans, un pari ambitieux pour que le plus grand musée du monde ne soit plus dépassé par son propre succès.